Bienvenue, mesdames, messieurs. Première véritable séance plénière dédiée à la quête de consensus pour sortir de la crise préélectorale qui secoue depuis peu le Bénin. Les assises du jeudi pour les parlementaires ont presque été de la mer à boire. Dans une grande confusion, les travaux ont été reportés. Principal point d'achoppement, la loi dérogatoire proposée par le président de l'institution parlementaire, Maître Adrien Ombédi, y écarte la piste de la révision de la Constitution. Une option jugée solitaire et sélective par ses alliés de la majorité présidentielle qui exige un retour aux propositions du comité paritaire. Tractation parlementaire pour une élection inclusive. Le consensus en suscite. Le débat, mesdames, messieurs, c'est tout de suite. Et maintenant, à mes côtés, Nassis Ressou, journaliste. Il est le directeur de publication du quotidien béninois d'information, d'analyse et d'investigation Palmarès. Nassis Ressou, bonjour. Bonjour Joël. Merci de répondre à notre invitation. C'est un plaisir. En face de lui, comme nom, Hugues Sosoupé, juriste, publiciste. Il est web chroniqueur. Comme nom, Hugues Sosoupé, bonjour. Bonjour Joël. Et merci de répondre aussi à notre invitation. C'est moi. Mesdames, messieurs, qu'est-ce qu'elle était très attendue? Et la séance du jeudi. Proposition de révision de l'article 80 de la Constitution en son alinéa 2. Comme entre autres pistes à scruter pour sortir de la crise préélectorale face à la levée de boucliers suscités dans l'optique et dans l'opinion publique. Voilà, le président de l'institution parlementaire, mesdames, messieurs, n'y a plus souscrit. Pas question pour maître Adrien Ombédi d'aller sur cette piste. Tant de voix se sont élevées pour demander à ce qu'on scrute d'autres possibilités pour régler le problème qui suppose remonter certains de ses pairs, ceux de la majorité présidentielle, donc de même obédience politique, n'ont pas hésité à élever de la voix. Nassir Sessou, vous avez suivi, ce fut une ambiance à la limite électrique entre des partenaires hier. Oui, entre des partenaires hier, il faut juste reconnaître que les temps ont changé, ou le jeu a changé, ou bien comme on le dit ordinairement chez nous, quand le rythme change, la danse change. Et le rythme a changé et la danse doit changer. Hier, c'était une assemblée nationale dans laquelle il y a beaucoup plus la loi du plus fort. Et la loi du plus fort, ce qui est normal, c'est-à-dire c'est la loi de la démocratie, c'est ce de la majorité présidentielle. Donc vous êtes en train de dire là que les gens du même camp, qui ça ne s'est plus accordé, n'ont pas pu accorder leur violon hier. Simplement, comme le disent les Ivoiriens, est-ce qu'il y a de solution à un coup d'État manqué? Il n'y a pas de solution à un coup d'État manqué. Le coup d'État qui a manqué, c'est que le parti du PRD, qui fait partie, permettez la tautologie, qui est de ce bloc, de la majorité, qui est du BMP, était pris au piège, devrait disparaître, est tombé dans le panneau du code que même ils ont voté à l'Assemblée nationale. Et tout le monde a vu ce qui s'est passé au palais de la présidence, quand il a voulu s'en défendre. Et quand les mots qui ne devraient pas sortir même à un lieu, comme ça, ces mots-là se sortent ordinairement. Les voyous ou le agidi, c'est des mots qu'on a rencontrés qui prouvent que le rythme a changé, il y a quelque chose qui ne va plus. Donc, si on a voulu vous éliminer et on vous rate, ça doit se faire remarquer automatiquement. Et c'est ce à quoi nous avons assisté hier au Parlement, c'est-à-dire Maître Adrien Ombédi, ou le PRD, désormais se trouve comme un lion blessé. S'il faut bien analyser et regarder la situation, c'est quelqu'un qu'ils ont perdu très tôt. Parce que on ne s'attendait pas à se retrouver dans une situation pareille où on devrait revenir à l'Assemblée nationale, retoucher au code, retoucher à la charte des partis politiques et même envisager maintenant un troisième point, la révision même de la Constitution. C'était prévu
pour que la machine ébranlée depuis un certain temps, 3 ans, puisse conduire à petits coups le processus, c'est-à-dire tout ce qui a été planifié, devrait partir jusqu'à terme. Et dans ce processus, dans cette stratégie ou planification, le PRD, à un moment donné, devait être exécuté. Ça a raté grâce au conflit, et ça dit pas conflit, je dirais, grâce à ce blocage voulu demander par l'opposition, simplement parce qu'elle aussi exclue de la compétition, donc devient sauveur du PRD, qui aujourd'hui aussi doit prendre ses marques à l'Assemblée nationale pour dire attention, parce qu'il y a eu des mots qui quand même peuvent retenir. On reviendra sur ces mots, oui, mesdames, messieurs. Hier, ce fut ce qu'on peut vulgairement appeler passe d'âme entre élus du peuple. Si c'est une remarque d'ensemble, c'est-à-dire aussi bien au niveau des acteurs de l'opposition que de la mouvance, on a senti hier comme une friction au sein même de cette majorité présidentielle, au sein de l'Assemblée nationale. Comment, Hugues Sossoupé, peut-on penser à une nouvelle ère sur l'Assemblée nationale où ce sont les enjeux du moment, simplement? Merci Joël. Déjà, je voudrais faire remarquer aux amis téléspectateurs de Sika TV que ce qui s'est passé à l'Assemblée hier a révélé que désormais, le BMP, le bloc de la majorité présidentielle, est devenu inaudible. Inaudible en ce sens que à la fin de la séance plénière, les présidents Idji Kolaolé, que je voudrais rappeler, a été une fois président de l'Assemblée nationale. Les présidents Mathurin Kofinago, 2 fois président de l'Assemblée nationale, 16 ans d'expérience et de vie parlementaire, et d'autres expérimentés de l'hémicycle béninois se sont retrouvés au sein du BMP pour faire une conférence de presse qui finalement n'a rien donné, qui n'a pas impacté les Béninois. L'opinion sur les réseaux sociaux où moi je suis vous le dira, personne ne suit plus aujourd'hui ce BMP-là parce que le BMP s'est totalement décrédibilisé et donc n'a plus droit de citer pas dans notre hémicycle, mais plus personne ne veut l'entendre, plus personne ne veut l'écouter. Vous êtes sûr que votre regard n'est pas là biaisé? Pas du tout. Ce super, le BMP... Pourquoi je le dis, Joël? Oui, ok, allez-y, pourquoi le dites-vous? Il y a 3 ans, le président de la République, Patrice Talon, avait souhaité la révision de cette constitution. Cela s'est soldé par un échec. Adrien Mbedi, à la conclusion des travaux, je me rappelle encore comme si c'était hier, a dit ceci: voilà une affaire de régler. Lorsqu'il prononçait la clôture de la plénière de la première révision de la constitution manquée sous les talons. Deuxième fois, Adrien Mbedi, à la fin des travaux, a dit le peuple n'est pas d'accord. Je me rappelle encore comme si c'était hier. À la clôture des travaux, le peuple ne veut pas de la révision de la Constitution. Ensuite, hier, Adrien Mbedi a dit j'ai la pression du peuple. Le peuple, dans l'opinion, est quasiment unanime pas pour la révision de la Constitution. Donc, c'est clair, depuis le début, on n'a pas voulu de la révision de la Constitution de cette manière. Et donc, hier que le BMP sorte pour faire une conférence de presse pour dire oui, et c'était une solution qu'il fallait envisager et que malgré tout, il reste ouvert aux autres propositions, c'est un aveu d'échec. C'est un aveu d'échec. Et c'est le chef de l'État même qui a orienté ce BMP à cette question de révision de la Constitution. Qui vous souviennent que le 6 mars dernier, à la rencontre entre le chef d'État et ses partenaires politiques, il disait si vous devriez aller jusqu'à des amendements dans la Constitution, je suis preneur. Le chef de l'État même s'était déjà livré. On ne savait pas que la fin, on allait aboutir à une question de révision de la Constitution. Et dans ce dossier, et dans ce montage fait de toutes pièces par le président de la République et son BMP. Le problème aujourd'hui n'est plus un problème politique. Le problème n'est plus un problème qu'il faut aller solutionner à l'hémicycle. C'est une volonté politique. Le chef de l'État doit aller au-delà de ses passions. Allez-y. Doit aller au-delà de ses passions, de sa volonté de se faire passer pour le plus fort de la République et utiliser les articles 68 et 69 de la Constitution pour dégeler la crise qu'on est en train et dans laquelle nous sommes actuellement. Je vais finir en disant que moi j'ai honte
à la place de certaines personnalités de ce BMP qui, dans leur réflexion, se cantonnent à faire plaisir au président de la République. Ils doivent aller au-delà de ça parce qu'ils ont une expérience dans ce pays. Ils sont à leur âge, ils ne doivent plus faire semblant lorsque ce n'est pas bon, qu'ils aient le courage de dire au président de la République passer salon. Sur ce plan, on ne peut pas s'envisager sur ce plan parce que les Béninois sont assez mûrs. On ne peut pas le faire. Alors, on ne peut pas le faire. Comment sur la question, vous ne faites pas dans la dentelle comme certains Béninois et analystes, mais Narcisse Ressou, quand on suit de près cette situation, est-ce que on doit jeter la pierre à ce BMP? Et la démarche, elle a quand même été claire. Elle dit avoir, au travers de ce comité paritaire, pris une décision consensuelle où il a été retenu 3 points majeurs. Au nombre de ces points, il y a un 3e point qui parle de la modification de l'article 80 de la Constitution. Et s'il faut mettre une croix sur ce point, il lui fallut en débattre ensemble. Et non qu'on vienne exposer une soi-disant température relevée où personne ne sait, par le président de l'Assemblée nationale qui conclut à ce que le peuple n'en veut pas. Or, eux, députés, sont aussi l'émanation du peuple. Il y a 2 points. Oui. On peut vouloir y voir un 3e. C'est-à-dire, premièrement, il faut constater que la commission était composée de 5 membres, 5 personnes. Oui. 2 de l'opposition, 2 du bloc. S'il faut considérer maintenant Maître Adrien Mumbedji comme étant du bloc, mais qui, quand même, dirige ou est juge. Pardon, ou est arbitre, jugé parti. C'est vous qui le dites. Oui, il a joué le rôle d'arbitre. Voilà, c'est là où j'ai vu un peu de subtilité et de raison. Parce qu'il dit, je prends acte de la proposition de la majorité. Voilà qui sont 5. Les 2 de l'opposition ont clamé très tôt, quand cette rumeur de révision de constitution a commencé par circuler sur la toile, ils ont organisé une conférence de presse pour dire « Nous ne sommes pas demandeurs, on n'a jamais voulu d'une révision constitutionnelle. » Ça reste 3. Des 3, de l'autre côté, il y a un qui dit, je prends Maître Adrien Mumbedji, qui dit, lui, il prend l'avis, c'est-à-dire il se balance du côté de la majorité, de l'avis de la majorité, la proposition de la majorité. Et il considère qu'après avoir rencontré les 10 partis ou même plus, puisque c'est élargi jusqu'au PCB, j'ai appris, et plus, il en revient pour dire qu'il n'y a qu'un seul parti qui parle de révision de la Constitution. Donc, la majeure partie des partis politiques rejette cette procédure. Du coup, ce qui voudra dire, il se range du côté de l'avis majoritaire. Ce qui voudra dire, le consensus est obtenu parce que sur 5, 3 disent nous n'en voulons pas. Et le 3e... Vous ne faites pas une lecture biaisée là? Pas du tout. Le 3e, il dit je prends l'avis de la majorité pour en faire mon avis. La majorité a rejeté. Du coup, ce qui voudra dire, donc moi-même je rejette. Ce qui voudra dire, je suis avec les 2 autres sur 5. Donc il ne devrait plus avoir polémique. Pour qu'à l'Assemblée hier, des gens veuillent dire non, au contraire, ce que nous avons fait en commission, c'est ça qui doit venir. Alors que Maître Adrien Mumbedji a précisé que lui, il prendra pas pour ceux qui auront avis majoritaire. Si c'est que la majorité des partis politiques voudrait de la révision, il est aussi pour. S'ils n'en veulent pas, ils n'en voudraient pas. Donc, ça fait 1. 2, est-ce qu'il n'y a pas une volonté de blocage? Parce qu'on avait déjà dit ici que le mardi passé, les députés avaient la possibilité d'aller en procédure d'urgence. On avait fait le décryptage pour dire, mais pourquoi cette fois-ci, cette majorité qui auparavant a su faire transiter des dossiers en procédure d'urgence et on a dit ils sont allés très vite. Pourquoi pour un sujet aussi sensible où on est dans un cadran très réglo, on ne pouvait pas aller en procédure d'urgence. Et on vient hier pour faire ce débat, pour perdre du temps. Et vous allez constater à un niveau que le jeu est très clair. Et Maître Adrien Mumbedji, à un moment donné, l'a évoqué
allez dans la commission des lois, vous pouvez aller jusqu'au 12 au 15. Vous pouvez prendre tous les jours que vous voulez. Vous pouvez prendre tout le temps que vous voulez. Mais moi, j'ai une pression. Mais il faut. Volonté de blocage, oui, c'est une question qui vaut mieux scruter. On est là pour un décryptage. On reviendra là-dessus. Mais avant, il y a un aspect que vous avez évoqué. J'aimerais bien avoir l'avis de comment Hugues Soupé là-dessus. Maître Adrien Oumbédi a écouté toutes les formations politiques possibles. Et c'est vrai, pour pouvoir avoir le réel pool. Mais au-delà, il a tapé aux portes d'un certain nombre de figures de la République, des anciens présidents de la République, mais aussi des constitutionnalistes. Comment Hugues Soupé, dans sa démarche, est-ce que Maître Adrien Oumbédi n'a pas poussé aussi le bouchon un peu trop loin? Est-ce qu'il n'aurait pas fallu se contenter du travail de ce comité paritaire, puisque le chef de l'État a dit « Allez, faites-moi des propositions ». Il s'est adressé à l'Assemblée nationale, essentiellement. Pourquoi ce désir de Maître Adrien Oumbédi d'aller vers d'autres figures de la République? C'est là qu'il faut prendre le temps d'étudier la personnalité même du président Adrien Oumbédi. C'est là où il faut remarquer que c'est un homme d'expérience. C'est un homme qui connaît le Bénin, qui connaît la politique et qui sait comment pratiquer la politique quand il le faut. Voilà un monsieur à qui on a demandé un service. Voilà quelqu'un à qui on a confié une mission dans un cadre précis. Lorsqu'il a fini de remplir et le cahier de charge dans ce cadre précis, mais il a eu l'ingéniosité et l'intelligence de savoir que au-delà de ceux qui sont à l'Assemblée, parce que le consensus n'est pas à l'Assemblée. Le consensus n'est pas à l'Assemblée. Le consensus est avec toutes les parties prenantes et qui sont dans cette crise électorale. Et parmi les partis prenantes, il y a tous les partis politiques engagés. Et il faut consulter les anciens chefs d'État qui également ont droit à la parole, qui, à un moment ou à un autre, lorsqu'ils parlent, il peut ramener la balle à terre, il peut contribuer, c'est des médiateurs. Et les constitutionnalistes, c'est des praticiens du droit, les mécaniciens du droit, comme on aime les appeler. Donc, Maître Adrien Oumbédi a décidé d'aller au contact de tout le monde pour informer tout le monde de ce qui se fait, afin qu'en son temps, les propositions viennent de partout, pour qu'ensemble nous trouvions des solutions idoines pour régler la crise. Et qu'on aurait dû éviter si le président de la République avait été de bonne foi. Je continue de le dire. Bon, ce faisant, le président Adrien Oumbédi a voulu prendre sa responsabilité vis-à-vis du peuple. Parce que ce qui se passe aujourd'hui ne doit plus être réglé qu'à l'Assemblée nationale, car nous connaissons déjà comment l'Assemblée fonctionne. En allant chez le président Soglo, il a voulu nécessairement que le président donne son avis. Il est allé également chez le président Bouniaï, qui a rappelé que ce n'est pas la première fois qu'on ne respecte pas un calendrier électoral au Bénin, mais on peut aller aux élections sans pour autant réviser une constitution. Il est allé chez le professeur Joël Aïvo, qui lui a démontré par A plus B que techniquement, politiquement, que la révision n'était pas possible. Vous avez également lu le test du professeur Victor Tokpanou à ce propos. J'ai également suivi une vidéo du professeur Salami à ce propos. Donc, Maître Adrien Oumbédi a consulté tout le monde. Ensuite, il a délégué 2 personnes, Victor Tokpanou et Joël Aïvo, de lui faire des propositions qu'il soumettra à tout le monde, malgré qu'il ait déjà demandé à la commission paritaire opposition mouvance pour la sortie de crise, ensemble de travailler pour proposer des voies de sortie. Et je voudrais vous dire que le bloc de la majorité fait preuve de mauvaise foi. J'ai personnellement été voir le président Eric et le vice-président Eric Mouneté au lendemain de la rencontre du comité paritaire pour savoir qui a proposé la révision de la Constitution. J'ai rencontré également l'honorable Noréné Achadé. Ils m'ont avoué que c'est le bloc de la majorité présidentielle qui est venu avec cette proposition à la table de négociation. Mais puisqu'ils sont dans un comité, ils ne peuvent pas dire non. Parce qu'il faut, chacun doit pouvoir céder pour qu'ensemble, il y ait un document, le temps presse. Donc c'est le bloc et les représentants du bloc de la majorité, à savoir l'honorable Barthélémy Kassa et Idiko Laolé, représentés dans ce comité paritaire, qui ont fait la proposition de l'amendement de l'article 80 en son alinéa 2. Les autres ont dit que ce n'est pas nécessaire, mais puisqu'on devait accorder à chaque partie prenante dans ce comité des propositions, on leur a laissé faire leurs propositions. Mais qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Lorsqu'ils sont partis de l'Assemblée, tout de suite, on a armé les bambouins et les babouins des réseaux sociaux qu'on appelle communément les clébés, de dire que c'est l'opposition qui propose
l'opposition qui propose la révision de la Constitution pour pouvoir aller aux élections. Et on a commencé par lire sur les réseaux déjà la veille jusqu'au petit matin que oui, l'opposition va aux élections maintenant, elle demande une révision opportuniste de la Constitution. Et c'est ce qui, moi, m'a fait amener, qui a fait que je suis allé voir Éric Ounité pour savoir qu'est-ce qu'il en est réellement. L'opposition, pourquoi l'opposition veut une révision de la Constitution? Et c'est là que jamais l'opposition n'a jamais été pour une révision de la Constitution. Oui, sur ce sujet, il y a eu aussi une guéguerre qui finalement s'est calmée. On a fait l'arbitrage, on a compris avec le temps d'où venait cette proposition. Mais ce qui est sûr, il fallait que chacun propose quelque chose et que de part et d'autre, on pète quelque chose pour s'en sortir. Mais ce qui saute à l'œil, à l'évidence, c'est que sur ce point, eh bien, le peuple semble ne pas être preneur. Alors, la question de la démarche de Maître Adrien Oumbédi, votre regard compte aussi. Maître Adrien Oumbédi avait-il vraiment sorti du cadre qu'on lui a tracé? Ne devrait-il pas se contenter de la mission à lui confier simplement pour faire son travail et le mener à bon port? Non, c'est, comme on le dit en langue, dessous trop tard. Mais c'est une porte de sortie, après tout. Dessous trop tard. Ce qu'on est en train de vivre maintenant, il aurait fallu un peu plus de sagesse dans les jours passés, dans les mois passés, dans les années passées. Pour aujourd'hui, il est allé sortir du cadre de l'Assemblée nationale pour aller prendre de l'expertise. Ça, c'est ce qu'on appelle aller chercher de l'expertise. En tant que président de l'Assemblée nationale d'abord, à qui on a confié une mission de sortie de crise, je crois que la démarche, elle est louable. Parce que c'est des sachants qu'il est allé voir. Parce qu'on est en train de parler de constitution, on est en train de parler de loi, on est en train de parler de prorogation de ceci, de cela. Il faut des gens avisés, des praticiens de loi, pour pouvoir éclairer en dehors des paramètres politiques. Je crois que c'est ce qu'il est allé faire. Quand on faisait ces lois à l'Assemblée nationale, il pouvait avoir cette démarche-là. C'est pas fait, mais ce qu'il vient de faire, est-ce que c'est opportun? C'est opportun, c'est louable. Je viens de le dire, c'est louable, c'est à saluer. Parce que il suffit pas, pour régler un problème, il faut définitivement le régler. Il ne faut pas déplacer les problèmes. Parce que s'il restait dans le cadre politique, on n'aura que des visions politiques, des visées politiques, des intrigues politiques pour vouloir régler le problème. Mais il faut régler le problème à la longue. Et aller voir les constitutionnalistes, aller voir des gens du domaine du droit pour dire, bon voilà, d'abord, ce ne sont pas des novices, c'est des gens qui suivent l'actualité et qui ont leur droit de regard, qui ont leur droit d'appréciation sur la situation et qui peuvent nous permettre, nous indiquer des portes de sortie à associer aux portes de sortie politiques. La démarche, en tout cas, n'a pas plu à ses pairs alliés de même obédience politique. Et ce qu'on a vu, un spectacle plutôt désolant, à cette allure, est-ce que ça ne risque pas d'impacter durablement le processus en cours? Est-ce que le Bénin gagne en voyant des alliés de même camp se tirer entre les pattes, tel on l'a vu? C'est que les gens n'ont pas encore pris la mesure de la situation dans laquelle nous sommes. C'est juste qu'il y a certains encore députés qui, bon, peut-être que le soldat qui est là-bas, le mentor qui est là-bas, a encore possibilité, une marge de manœuvre pour opérer le miracle, pour que des députés soient nommés. Pas une supercherie électorale. Donc, les gens n'ont pas encore compris que ce jeu-là a échoué, que ces ruses-là ont échoué, que ce plan-là est à l'eau. Ils n'ont pas encore compris. Ils sont en train de faire des colmatages au lieu de dire, bon, c'est vrai, nous avons manigancé, mais il y a Dieu qui reste Dieu et qui est plus fort et à qui il faut laisser le temps au temps, parce que quand tout cela se passait, les gens se criaient, les gens disaient attention. Mais il y avait c'est-à-dire, il y avait un bloc, il y avait des personnalités de cette république qui étaient des tout-puissants. Aujourd'hui, quand vous les voyez à la télévision, quand vous faites un bon décryptage, vous les regardez dans les yeux, vous sentez le gêne. Vous sentez un malaise. Mais malgré ça, on veut forcer. On espère encore qu'on pourrait avancer avec la ruse. On ne veut pas s'avouer déjà vaincu. Et c'est ça qui crée ce à quoi nous assistons encore. Sinon, on pourrait déjà dire, bon, ça a échoué, et revenons à de meilleurs sentiments, trouvons les voies et moyens, les portes de sortie, parce que c'est une question de patrie, c'est une question de respect de loi, c'est une question d'honneur, c'est une question
de sens de responsabilité aiguë. Ces mots-là que Maître Adrien Oumbédi a sortis hier. Oui, on peut être dans de sales jeux. Arrivé à un moment donné, il faut savoir reconnaître les limites. Donc, cette personnalité-là, que moi j'appelle, enfin, en grande partie nos pépés, Mathurin Nago, Idi, Kola, Olé, tous ceux-là, ce sont nos pépés qui doivent aujourd'hui faire montre d'un peu de sagesse. Une question de patrie, l'expression a été lâchée hier par le président de l'Assemblée nationale. C'est du peuple qu'il est question. Quand même, a-t-il martelé 3 fois de suite un message qui est sorti ou sonné trop désagréable à l'oreille de ses alliés. Comment Hugues Sossoupé, ça frise plutôt une cassure qui ne dit pas son nom au sein de ce bloc. Est-ce que le peuple en sortira gagnant pour l'urgence de l'heure? N'est-il pas fallu se taire, calmer les ardeurs pour pouvoir avancer? Je pense que Maître Adrien Oumbédi hier à la séance plénière et pour les solutions de sortie de crise a dû remarquer qu'en face il y avait la mauvaise volonté de ses pairs, de ses amis du BNP, et donc lui il a pris ses responsabilités. Et c'est ça que je disais tantôt, Maître Adrien Oumbédi c'est 77 ans d'âge, et parmi les 77 ans d'âge c'est 50 ans de vie politique, c'est beaucoup. Je ne sais pas aujourd'hui, Maître Adrien Oumbédi, s'il meurt, et on va célébrer, et on va célébrer sa dépouille. Mais qu'est-ce qu'il aura laissé à la postérité? Aujourd'hui, il a une occasion de se rattraper, vous voulez dire? Pas de se rattraper, une occasion de mettre chacun face à ses responsabilités pour que nous sortions d'une crise qu'on aurait dû éviter. Mais il a dit la vérité. C'est là qu'il est question. Oui, c'est de ça qu'il est question. Et il a dit la vérité à ses pairs. Je ne sais pas ce que ce Votre BNP... vis-à-vis je ne sais pas ce que ce BNP... parle d'une possibilité de blocage, vu la façon dont les dés semblent être jetés. Vous craignez aussi qu'on en arrive à des blocages dans le processus en cours? Je ne pense pas, je ne crois pas nécessairement qu'il y aura des blocages, parce que qu'est-ce qu'il faut remarquer aujourd'hui? Comme Nassis l'a fait remarquer, la situation a dépassé le cap de l'Assemblée nationale. Le peuple aujourd'hui suit, le peuple crie, le peuple exige. Et Maître Adrien Oumbédi a dit hier quelque chose de très important. Quoi? J'ai la pression du peuple. Je ne peux pas m'entêter à aller sur cette voie de révision de la Constitution. J'ai la pression du peuple. Il veut dire autre chose que les gens n'ont pas compris. Et quoi, l'Assemblée nationale a la pression du peuple. Donc on ne peut pas continuer à faire comme si nous, 43 qui sommes ici, on peut faire ce qu'on veut. Nous pouvions faire ce que nous voulons. La pression du peuple, ça dépasse et les autres lois. La souveraineté appartient au peuple. Et le peuple est en train de dire quelque chose aujourd'hui. Il faut écouter le peuple. Et c'est pour s'en laver les mains que Adrien Oumbédi le dit comme ça. Le peuple est souverain. Adrien Oumbédi, à son âge, ne défend plus, ne fait plus un combat personnel. Il n'en a plus à faire. Et vous l'avez confié? Non, mais il faut connaître l'homme, il faut le savoir. Il faut voir son parcours, il voir ce qu'il est en train de faire. Alors, Nassis Ressou, la démarche, elle est celle-là, le message et les propos du président de l'Assemblée nationale sont ceux qu'on a suivis avec verve, détermination, fermeté. Mais alors, est-ce que ça suffira pour aider le Bénin à aller de l'avant sur cette pente-là? Ou le risque de blocage que vous craignez est là, permanent? Ils sont tous coupables. Et lui-même, Maître Adrien Oumbédi. Ce qu'on doit saluer dans sa démarche, c'est de prendre conscience dans ce lot-là. Et cette prise de conscience même, c'est entre griffes. S'il n'a pas été lui-même dans le danger, au cœur du danger, aura-t-il cette démarche, aura-t-il cette présence d'esprit aujourd'hui de savoir que là, le peuple, c'est la patrie dont il s'agit réellement. Donc, il est coupable. Et il doit pouvoir réussir la mission pour être dédouané. Réussir la mission? Il doit réussir cette mission pour être dédouané. Et il faut comprendre que la mission ne lui incombe pas à lui seul. Ah, intéressant à savoir, parce que quand vous dites qu'il doit réussir la mission, il doit réussir. Ça vous demandez comment? Oui, il est président de l'Assemblée nationale. Il est auteur de cette crise. Il est co-auteur de cette crise. Aujourd'hui, il a pris conscience, vu que lui-même il a été menacé, et vu que là où nous allons devient dangereux, il prend son bâton pèlerin et il cherche un consensus qu'il doit réussir. Il doit pouvoir le faire. Et d'un autre côté, quand je dis
que la mission ne lui incombe pas à lui seul, c'est-à-dire tous les députés, même ce BMP, parce que à l'issue de la conférence de presse hier, moi je voudrais les prendre au mot. Les députés qui ont fait du BMP ou bien de l'Union progressiste qui ont fait leur conférence de presse hier ont fini par dire mais qu'ils restent ouverts. Qu'ils restent ouverts pour trouver ensemble avec leurs collègues les voies de sortie de crise. Ils ne sont pas d'accord parce qu'ils veulent d'une révision constitutionnelle qu'on a balayée de revers de main, mais qu'ils sont disposés à œuvrer. C'est ce que le peuple béninois aujourd'hui veut constater. Moi, je voudrais les prendre au mot parce qu'ils sont aussi responsables. Je voudrais les prendre au mot et c'est déjà incongru de leur part d'aller chercher une porte de sortie, pas une révision constitutionnelle. Ce n'est pas agréable. Manifestement, si hier, mesdames, messieurs, il y avait de petites voix donnant l'alerte de ce que le Bénin envisage de faire désormais, c'est-à-dire aller à une élection inclusive après un rendez-vous qui pourrait conduire dans le décor, oui. La préoccupation dépasse désormais le cadre de l'Assemblée nationale. Il faut aller au-delà. Et là-dessus, c'est l'ancien chef de l'État, Nicéphore Dieudonné Soglo, qui a personnellement pris son bâton de pèlerin pour tête-à-tête avec le président en exercice. La suite, on la connaît un peu plus comment Hugues Souper, Nicéphore Soglo s'est confié finalement à la presse. Qu'avez-vous surtout retenu de cette sortie ? Déjà, je voudrais faire une précision et par rapport à vos propos. Aller à la rencontre, tête-à-tête, qui a fait la démarche d'abord. La polémique était là, c'est important, oui. Le président Soglo n'était pas demandeur de cette rencontre. Oui, mesdames, messieurs, c'est la polémique autour qui est demandeur. Les Béninois sont très, très sensibles à ces détails. Oui, la précision, allez-y. Oui, c'est le président de la République, Patrice Talon, qui a envoyé un émissaire en la personne de son ministre de l'Intérieur, Saka Lafia, pour aller dire au président, l'ancien président de la République, Nicéphore Soglo, qu'il voudrait bien le rencontrer pour discuter de la crise actuelle. Et je pense que c'est après cette invitation que le président Soglo a répondu à l'invitation de son hôte. Et ça s'est passé dans les locaux du palais de la présidence, dans les locaux de la Marina. Et déjà, je voudrais... J'espère que comment Youssou Soubé a la certitude de ce qu'il avance. Oui, parce qu'on a vu d'autres journaux préciser le contraire. Non, c'est à la Marina que la rencontre a eu lieu. Je voudrais déjà... Non, pas forcément par rapport au lieu. Par rapport au lieu, l'unanimité est faite. L'invitation. Par rapport à l'invitation. C'est Saka Lafia qui... On a vu Saka Lafia chez le président Soglo. On n'a pas vu le président Soglo chez Saka Lafia. Ça, là, c'est vrai. C'est déjà évocateur. Alors, par rapport... Maintenant... À la rencontre avec la presse. À la rencontre. Il faut remarquer les faits suivants. Et pendant la rencontre, on n'a rien appris. Il n'y a pas eu d'image, il n'y a pas eu de propos. Et quand on a annoncé que le président Soglo est allé et que tout s'était bien passé et que le président de la République, la révision de la Constitution pour la sortie de crise était déjà du passé, tout de suite, les Clébés ont fait leur apparition sur les réseaux sociaux. J'appelle Clébé les soutiens du chef de l'État sur les réseaux sociaux et ils ont démenti l'information. Ils disent non, c'est pas de ça qu'il s'est agi. Quand le président Soglo est parti, 4 heures de temps après le départ du président Soglo des locaux de la présidence, ils ont commencé à publier des images du président de la République, des deux présidents. Et qu'est-ce qu'ils disent? À la sortie de la rencontre, aucune déclaration n'a été faite. Hier, en sage, pour qu'on ne lui prête pas des intentions, parce que quand le président Soglo a accepté d'aller à cette invitation, certains ont commencé par prêter de mauvaises intentions à sa personne. Donc pour faire le point, hier il est sorti et il a dit ce qui a été dit. Entre les deux. Aujourd'hui, c'est sa parole contre la parole de je ne sais qui, mais il a fait le point. Parmi les points, il dit, le président de la République, Patrice Talon, et ne pense plus, je le paraphrase, à la révision de la Constitution, parce qu'on n'a pas eu besoin de réviser la Constitution avant qu'il ne revienne de l'exil pour gagner les élections à Cotonou. Ensuite, le président de la République Patrice Talon pense se pencher sur les propositions de Monseigneur Gagné afin de prendre une loi d'amnistie pour faire revenir tous les exilés politiques
à Cotonou. On commence par le premier point pour gagner parce que le temps s'en va. Oui. Le premier point, Patrice Talon disposé à baisser la tension dans le pays et renouer avec les acquis de la conférence nationale. Pour résumer un peu, c'est l'idée maîtresse. Vous en dites quoi? Je l'ai dit. Patrice Talon est au pouvoir depuis 3 ans. Hier, ça fait 3 ans jour pour jour qu'il a été déclaré vainqueur des élections présidentielles de 2016. Et c'est triste de constater que sa gouvernance n'a pas du tout été ce que les Béninois espéraient en lui faisant confiance à son 5%. On a réglé des problèmes juste là. Je pense que c'est dommage. Et faire cette démarche, c'est aussi à la recherche de crise et souhaiter à recherche de solutions. Et chercher à baisser la tension, je pense que c'est bien réfléchi. Parce que déjà, il est conscient qu'il y a tension dans le pays et qu'il est le principal responsable de cette tension. Donc, c'est bien qu'aujourd'hui, qu'il cherche à baisser la tension. Et ce sera à son artiste, il travaille pour que la tension baisse. Alors, d'insister sur la première préoccupation, le chef de l'État a déclaré à son hôte, je rapporte les propos de Nicéphore Soglo, Patrice Talon dit qu'il mettra tout en œuvre, malgré les difficultés prévisibles, pour revenir aux lois qui ont permis son élection en 2016, sans qu'il soit besoin de toucher à la Constitution de 90. Quel crédit accorder à ces propos? Merci, vous avez sorti un mot que je cherchais, crédit. Crédit à des propos. Nous sommes aujourd'hui au Bénin dans une crise de confiance aiguë, jamais vécue dans ce pays. Où, quand vous posez un acte, il faut attendre après. Hugues Soupert donnait tout à l'heure des détails. Il a dit 4 heures du temps après, rien n'est sorti du tête-à-tête entre les deux personnalités. Et les images qu'on montrait, on a sélectionné, c'est de la communication. Mais chaque fois rusé. Rien n'est sorti. Ça donne comme impression que le président Soglo est allé manigancer avec le président Patrice Talon. Alors qu'il est dans un combat avec ses pairs, Yahi Boni et toute la classe politique de l'opposition. Donc, on dit, rien n'a filtré. Et on sort des images, quand même, il n'était pas parti pour se donner des coups de poing. Il devait se saluer, il devait se sourire quand même après tout. Donc, on exhibe ça comme une complicité. C'est de la ruse communicationnelle pour montrer. Donc, montrer au créneau pour clarifier déjà ce qui se sont dit, mais ce qui a été dit là-bas, c'est-à-dire salutaire. Maintenant, comme eux, ils n'ont pas voulu communiquer autour de ce qui se sont dit, nous allons nous en tenir aux propos du président Soglo pour nous dire que c'est des propos d'un chef d'État, d'un ancien chef d'État. Alors, la portée de ces propos dans ce contexte? Dans ce contexte, pour dire, je n'estime pas qu'il irait mentir sur le compte du président Patrice Talon jusqu'à ce niveau-là pour dire que le chef de l'État est disposé à faire baisser la tension et qu'il va revenir aux acquis de la conférence nationale. Je voudrais évoquer dans le débat à un niveau tout à l'heure le troisième point. Le troisième point, c'est ça. La crédibilité des propos et par rapport à ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Est-ce que Patrice Talon est réellement résolu à faire baisser la tension et à revenir aux acquis de la conférence nationale? La question s'impose, pourquoi? Si oui, ce qui voudra dire, les députés le soutenant, qui le soutiennent, les députés du BMP qui aujourd'hui insistent à réviser la Constitution, qui sont en train de faire conférence de presse, qui sont en train de bloquer le consensus à l'Assemblée nationale, la volonté du chef de l'État de baisser la tension devait déteindre sur la réalité au Parlement. Ne sont-ils pas des hommes libres, les députés du BMP? Mais plus à mettre les égards, on a eu dans ce pays, ils sont allés au palais, ils ont tout le temps été au palais. Ils ont toujours dit qu'ils sont allés voir le chef de l'État, ils ont reçu des consignes, le chef de l'État a apprécié ceci et cela. Tout le temps, on a eu ça. Le moment est venu de mettre en application une ultime consigne. Exactement. Le moment est venu pour que le chef de l'État puisse également, puisque c'est avec son parrainage que les blocs sont constitués, que les partis sont constitués, progressistes et républicains. Donc aujourd'hui, si réellement il a une volonté ferme de faire baisser la tension, on voudrait remarquer ça dans les faits. Alors, encore des actes
qu'il faut attendre du chef de l'État impérativement? Oui, après 3 ans de gouvernance, je pense que le président de la République, Patrice Talon, est suffisamment intelligent et pour faire le bilan de sa gouvernance. Et il sait les conclusions qu'il doit y tirer. Aujourd'hui, il a intérêt, et grand intérêt, je dirais, à travailler pour faire baisser la tension. En tout cas, au-delà de ces dispositions pratiques annoncées pour être prises, on suit de près. Pour vous, le chef de l'État aurait confié ceci. Il a disposé à examiner favorablement et dans les meilleurs délais la proposition de Monseigneur Gaillet d'une loi d'amnistie en faveur de ses compatriotes actuellement en exil. Comment, Youssou Soubert, vous avez suivi cette annonce-là? Si, je l'ai suivi. Et quel est votre regard? Déjà, il faut, je ne dirais pas si c'était vrai, si c'est vrai, parce que ce sont les propos de l'ancien président de la République et le président Soglo n'a aucun intérêt à mentir. S'il ment, que le président de la République, Patrice Talon également, fasse une sortie et qu'il clarifie les propos que les deux hommes ont tenus. Ceci dit, je voudrais dire ceci, c'est sage. Si vraiment il le pense ainsi, déjà, on n'en a pas besoin parce que je ne sais pas ce que il reproche réellement à ceux qui sont en exil pour qu'aujourd'hui ils prennent une loi d'amnistie pour se faire passer pour quelqu'un qui a fait un truc extraordinaire. Non. En 89, en 72, sous le président Mathieu Kérékou, il y avait un contexte qui n'a pas favorisé la présence des Béninois sur le territoire national. Beaucoup sont partis, beaucoup ont été contraints à l'exil. Mais sous le président de la République, Patrice Talon, normalement, on n'en avait plus besoin. Nous sommes dans une démocratie et de 29 ans, il fallait faire les choses normalement, mais on a contraint également des Béninois à aller en exil. Aujourd'hui, on veut prendre une loi d'amnistie. C'est là où je dis, si en 91, on avait sanctionné les auteurs des exactions, on ne serait plus à cette étape aujourd'hui. C'est parce qu'on sait qu'on peut prendre une loi d'amnistie à tout moment, qu'on crée des situations, on fait partir les gens, et après on dit ils vont revenir, on va faire la paix, et les choses vont continuer normalement. Je pense que au-delà de l'amnistie, si vraiment il devait prendre une loi pour amnistier les gens, on va aussi travailler pour sanctionner ceux qui, à un moment donné ou à un autre, ont contribué à ce qui s'est passé. Parce que ceux-là aussi ont des droits. Ceux qu'on a, qui ont des droits? Ceux qu'on a fait partie de force de Cotonou pour aller s'installer en France, ils n'ont rien fait pour mériter cela. C'est mon avis. On peut aller... les avis sont libres sur le plateau. Dans les cas, dans différents cas, ils n'ont rien fait. On a pris des lois de force, on a créé une juridiction de force et on les a fait passer devant la juridiction. Et même sans écouter leur avocat, on leur a collé 20 ans d'emprisonnement après 29 ans de démocratie, de pratique dans un état de droit. En tout cas, la démocratie reste toujours un exercice permanent, une quête, dira l'autre. Nassis Ressou, une loi d'amnistie pour les exilés. Parole de Patrice Talon. En quoi, lycée Fossoglo? Je vais lier ça au premier point qu'on vient de laisser. Retour aux acquis de la conférence nationale. Ça voudra beaucoup dire. Ça voudra dire quoi? Ce qui voudra dire, les gens étaient conscients qu'ils tournaient la page de notre démocratie. Et vous avez vu, le président Soglo a fait un long exposé. Il a fait un long exposé de la situation qui nous a conduit à la conférence nationale et de la conférence nationale à ce jour. Et quand vous faites un décryptage de son exposé, vous comprenez que les gens s'étaient résolus à tourner la page. L'amnistie, le temps est complètement parti. À tourner la page démocratique. Ce qui voudra dire, prendre aujourd'hui une loi d'amnistie, c'est que les gens sont conscients qu'ils ont eu des pratiques qui étaient antidémocratiques pour faire partie ceux-ci. Parce que si on n'avait pas créé ces juridictions exceptionnelles, si on n'avait pas créé des lois antidémocratiques de force par une majorité mécanique à l'Assemblée nationale, on n'en serait pas arrivé. L'amnistie, à quelle fin, quelle importance, et vous concluez? Évidemment, il y a eu des médiateurs, CEDEAO, ONU, les ambassadeurs, les confessions religieuses. Il y a toute une pression sur le chef de l'État. Parce que tout le monde est conscient que ce n'était pas bien. Étant donné que ce n'était pas bien, pour ramener la paix aujourd'hui, c'est une exigence de l'opposition également, il faut que tous les fils du pays reviennent au pays. Merci à vous, Nassis Ressou. Oui, comment Youssou Soubert, pour conclure?
Je pense que le président de la République doit tirer les conséquences de ce qui se passe aujourd'hui. Lui et son BNP sont encerclés. Ils sont encerclés par le peuple qui en a marre, par le peuple qui voudrait revenir à la paix, qui voudrait revenir, qui souhaite qui souhaite que la tension sociale soit baissée, qui souhaite retrouver la quiétude et légendaire du Bénin. Et il est encerclé, lui et son BNP, par un peuple fâché et qui réclame la paix. Et qui réclame la paix et encore la paix. Mesdames, Messieurs, merci à vous, Nassis Ressou. Comment Hugues Soupé, merci d'avoir été là. Chers téléspectateurs, à vous, un grand merci. Sans vous, on a le cesse de le dire, ce plateau n'existe point. 100% Bénin s'achève ainsi. Pour le numéro du jour, je vous fausse compagnie sur cette citation du grand institutionnaliste africain, même s'il est béninois de souche, Nassis Cometi. Je le cite: quand le chasseur ne parvient plus à identifier tous les lieux où il a posé ses pièges, il finit par être lui-même le gibier. Prenez soin de vous, mesdames, messieurs, et chaque jour reste un défi à relever. À très bientôt pour un autre numéro de 100% Bénin, toujours avec la même disponibilité. Au revoir.